RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par un aveu, chères auditrices et auditeurs. J'ai peur de déborder le cadre horaire de 55 minutes de notre émission, tant l'invité de ce vendredi 10 mars 2023 a beaucoup de choses à nous raconter, avec de surcroît un vrai talent de conteur, et c'est un vrai bavard. Il est toujours frais comme un gardon d'une éternelle jeunesse à 84 ans qu'il a fêté il y a 3 jours. Il est comme les chats, avec au moins 7 vies, voire plus. J'ai nommé Tito, alias Claude Jean-Antoine. Bonjour Tito, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. 11 heures, c'est des heures qui me vont très bien, ça. Bon. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Vous avez un CV, un curriculum vitae long comme le bras, un vrai CV de vieux, vous m'aviez dit. Je ne suis pas sûr que tous les vieux, comme vous, aient retenu un tel CV quand même. Et quand on est vieux, c'est dans sa tête. Vous êtes toujours jeune dans votre tête, toujours en forme. Moi, le mot vieux ne me fait pas peur. Hein. Bon. On va donc essayer de voir un peu plus clair dans vos vies multiples. Hein. J'ai dit que vous étiez comme les chats, avec au moins 7 vies. Je vais essayer de slalomer. N'hésitez pas à m'interrompre si je rate une étape essentielle ou si je m'égare. Vous êtes né le 7 mars à Strasbourg, d'une mère commerçante. Elle le sera ensuite à Baccarat et Nancy, et d'un père musicien qui officiera à Strasbourg puis à Nancy à partir de 1946. Pendant vos études secondaires, vous m'aviez indiqué que vous aviez été interne entre 47 et 57 à Saint-Dié-des-Vosges. Oui, j'étais interne à 7 ans. Donc vous avez été interne à Saint-Dié, qu'on n'appelait pas encore Saint-Dié-des-Vosges, et Metz. Vous avez effectué un bref passage d'1 an à la faculté des lettres de Nancy, et vous êtes ensuite envoyé, comme beaucoup de jeunes de votre génération, en Algérie pendant 3 ans, de 1958 à 1961. 33 mois et demi, oui, exactement. Ouais. À votre tour, vous exercez comme instituteur remplaçant pendant 6 mois. Ouais, j'ai craqué à Pâques, j'ai craqué. Voilà, vous avez craqué parce qu'au printemps 62, changement de cap, mais un gros changement de cap. Vous devenez commercial dans différentes sociétés, à Paris, à Aix-en-Provence, à Boulogne. Vous travaillez pour Perrier, des AGF, Système U, Remington. À partir de 1970, vous devenez chef de produit, notamment dans l'automobile et l'ameublement, chez Alimer, chez Velcro, jusqu'en 1990. Mais cette année-là, le professionnel de toujours, il y a aussi le spectacle et la musique. Oui, parce que j'avais une double vie, en fait. J'avais la semaine, j'avais un métier sérieux. et le week-end, j'étais impliqué dans des différentes activités associatives. Voilà. Vous intégrez donc au début des années 90 une filiale de la Caisse des dépôts pour travailler à la préfiguration du Zénith de Nancy, dont vous devenez le directeur en 1992, et vous serez directeur du Zénith de Nancy jusqu'en 2008. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas commis de... Non, tout va bien. Tout va bien. Entre-temps, j'ai eu quelques mariages aussi. Bon, et quelques mariages, voilà. Donc le Zénith, oui, qui était un projet... Qui était votre gros projet, oui, voilà. Tout à fait, oui. Qui était le projet le plus emblématique. À l'époque, si vous voulez, Jacques Lang, qui était ministre, et Danny Colling, qui portait le projet Zénith, m'avait dit il faut que tu convainques le maire de Nancy de faire un Zénith, etc. Donc on passait quelques moments avec le maire de Nancy, puis son adjoint à la culture qui s'appelle Gérard Benamou. Et c'était compliqué de les convaincre ou oui, c'était compliqué parce qu'il y avait une différence surtout sur l'implantation. Parce qu'à l'époque, il y avait Jacques Baudot qui était adjoint au maire et président du Parc Expo, qui aurait bien voulu que ce Zénith se fasse sur l'emprise du Parc Expo. Après, il y a eu un autre projet qui avait été installé à la place de l'école d'archi,
sur Meurthe-Canal. Oui. Voilà, donc il y a eu quand même quelques turbulences d'implantation. Ça a été un peu long. Et avec le recul, là, dans les anciennes carrières soulevées, c'est le bon choix, là? Alors, oui, je pense que c'est le bon choix. D'autant plus que là, depuis quelques années, la métropole et en tout cas le maire de Mexéville s'intéresse et il y a des implantations prévues. Au départ, on voulait en faire une espèce de zone industrielle ou un parc d'activités économique. Y implanter des sociétés de production de son, de lumière, etc. Ça s'est pas fait parce qu'il y a un problème d'accès, mais on pourra en parler si vous voulez après. Donc, vous disiez il y a un instant que vous aviez une vie associative assez intense, assez riche. Il y a eu le club de Nancy, le CLU, enfin, le CCLU. Centre culturel lorrain universitaire, voilà. Oui. Donc, vous avez été le vice-président. Vous avez organisé un certain nombre de concerts à Poirel, au Parc des Expos, à l'AG, qui était l'Assemblée générale, l'Association générale des étudiants à Nancy, qui était une institution. Oui, bien sûr. Qui est maintenant le musée. Voilà. Le caveau de l'Excelsior. Le caveau de l'Excelsior, le caveau de la Commanderie, le caveau des Dômes, des lieux qui étaient mythiques et que vous avez fréquentés assidûment. Non seulement fréquentés, mais en quelques-uns, on les gérait. Voilà, et même géré. Vous avez bien connu Jack et Monique Lang au Festival mondial de théâtre, dont vous avez assumé les fonctions de public relation, comme on dit. Avec Monique et Gilles Mutel, d'ailleurs, qui était un des cofondateurs du festival, était également responsable technique du Festival mondial de théâtre. D'ailleurs, c'est le modèle du Festival mondial qu'on a essayé de mettre en place pour présenter ce projet de Nancy Jazz Pulsation. D'accord, bon, on viendra au NJP. J'ai juste une question. Vous êtes resté en contact avec Jacques Lang là? Oui, on se voit assez régulièrement. Parce qu'en plus, c'est mon témoin d'un de mes mariages et on fête de temps en temps nos anniversaires ensemble. Voilà. Aujourd'hui, Jacques Lang est donc président de l'Institut du monde arabe et il a envie de rempiler, il a raison. Oui. Il a raison? Je pense que oui. Oui. Bon. Enfin, c'est pas une question d'âge. Hein. Oui. Si, certainement, c'est de moyens intellectuels, physiques. Qui sont importants quand même. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va se... c'est le président de la République qui décide, c'est le président de la République qui choisit et qui prend son temps pour choisir. Visiblement, il s'est donné le temps de la réflexion. Oui, parce qu'il y a un autre candidat, c'est Drian, je crois. Il y a Jean-Yves Le Drian, il y a d'autres... Apparemment, il y en aurait quand même plus que deux là, de candidats. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères. Je sais aussi qu'il y a une femme très connue, mais bon, je ne sais pas si elle est candidate. Il y a plusieurs noms qui ont circulé, mais au moins celui qui ressort, c'est effectivement Jacques Lang qui serait candidat à sa succession et Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Vous êtes, donc revenons au NJP, vous êtes cofondateur du NJP, le Nancy Jazz Pulsation, qui est aussi devenu une véritable institution dont la renommée dépasse largement les limites de Nancy. Vous l'avez créé en 1973. Donc on va bientôt fêter les 50 ans là, du NJP, sur lesquels nous reviendrons plus longuement. Vous l'avez présidé justement de 1978 à 1993 et de 2007 à aujourd'hui. Vous êtes toujours président et vous entendez bien le rester. Non, nous, on a des mandats de 3 ans. Oui. Et on est obligé de démissionner tous les 3 ans. Donc là, j'ai été réélu, donc 3 ans, donc 2024 ou 2025, je ne sais plus. Puis après, ça va, là, je pense que... Parce qu'on passera à autre chose. On verra, on vous réinvitera dans 3 ans, là. Vous vous apprêtez à célébrer les 50 ans du NJP. Vous êtes là où vous êtes aussi, parfois, où on ne vous attend pas forcément. Je veux dire que vous êtes aussi président de l'ensemble Stanislas. Oui. L'ensemble Stanislas, c'est de la musique de chambre. Tout à fait, oui. Voilà. Vous êtes également délégué du Grand Est, du syndicat du spectacle vivant privé. Oui, je représente ce syndicat dans le Collège Festival pour le Grand Est. Et quel poids économique, qu'est-ce que ça représente ? C'est le premier entrepreneur, la première organisation professionnelle de France dans le hors public sur le spectacle vivant. Donc c'est la gestion des zéniths, les grands festivals. Et dans la part du spectacle vivant, que représente le spectacle privé ? Le spectacle privé, c'est en chiffre d'affaires. Oui. En chiffre d'affaires, c'est 70%. 70%, oui, donc c'est énorme.
Vous êtes représentant aussi au Centre national de la musique en Nouvelle-Aquitaine. Oui, il fallait quelqu'un de neutre hors région. Et on m'a demandé si ça m'intéressait d'aller dans ce contrat de filière de la Nouvelle-Aquitaine. C'est 5 réunions par an, dont maintenant quelques-unes en visio. Donc voilà. Vous êtes administrateur de l'autre canal, là, qui est aussi une belle réussite. Oui, c'est en tant que personne qualifiée, puisque de temps en temps il faut, il faut quelques regards extérieurs, mais ça c'est depuis le début aussi. Vous êtes chevalier des arts et lettres, vous êtes un chevalier surtout qui ne ménage pas sa monture, parce que vous êtes toujours par Mont et par Vaux. Quel est le secret de votre éternelle jeunesse ? Éternelle jeunesse, on ne peut pas dire ça. J'assume complètement mon âge. C'est peut-être l'envie de continuer à être un petit peu mêlé à des histoires à Nancy. Voilà, j'aime ma ville. Je considère qu'il y a encore un peu de boulot et que je peux rendre quelques services ou en tout cas donner des avis, être utile. Voilà. Et puis après, je suis à peu près bonne santé. Je n'ai pas de problème physique important, sauf le matin quand je me lève. Mais il paraît que si on se lève le matin, qu'on a pas mal partout, c'est qu'on est mort, m'a dit mon médecin. Voilà, ce qui explique peut-être que vous aviez rajouté à votre mail, quand je vous ai demandé de me préciser votre CV, vous avez mis non seulement c'est un CV de vieux, et en plus c'est un début d'oraison funèbre. Bah Moi oui. j'y ai vu un formidable bras d'honneur, et puis votre capacité d'autodérision qui est assez... Oui, c'est légendaire. C'est comme quand on m'a élevé, je ne sais pas comment on dit, chevalier des arts et lettres. J'étais très âgé, d'une part, donc c'est pour ça que j'ai dit ça fait un peu oraison funèbre. Oui, ça fait pas médaille. Mais bon, ça va, j'ai pas. Ouais. Et c'est la mort fait partie. Je ne sais plus qui a dit ça. La mort fait partie de la vie, hein. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Pour être complètement complet, complètement complet, oui, je vais peut-être éviter quand même les redondances de ce genre. Vous avez eu aussi, en parallèle, un certain nombre d'engagements politiques. Vous avez été communiste dans votre jeunesse, vous avez terminé, si j'ose dire, au Parti radical, parce que vous n'êtes plus aujourd'hui engagé dans un parti. Quel a été un peu votre parcours politique? Quelle était votre réflexion? En fait, quand j'étais chez les Jésuites à Metz, il y a un prof qui m'a, je ne vais pas dire converti, mais qui m'a initié au marxisme. Donc j'ai par des lectures philosophiques, etc. Ça ne m'étonne pas que le pape a toujours trouvé que les jésuites étaient un peu dangereux, là. Donc j'ai dit ça, je me suis intéressé à la politique, donc au Parti communiste, et j'ai adhéré quelque temps à l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Mais c'était dans les années 57-58, on commençait à connaître les turpitudes. Oui, c'était 5 ans après la mort de Staline. Je rappelle que Staline est mort justement le 10 mars 1953. Ouais. Là, donc on commençait à être informé de tout ce qui se passait de négatif, voire même de grave, dans l'organisation d'un parti politique qui avait une vocation mondiale. Vous étiez à la recherche d'une religion séculière? Non, peut-être. Je cherchais, non, plutôt une raison de m'engager politiquement. Bon, en plus, moi, j'avais fait des études secondaires chez les marianistes et les jésuites. Et mon père était... J'ai découvert mon père j'ai connu mon père, j'avais 6 ans. Donc, j'ai été élevé dans ma famille par des femmes et après par des religieux. Donc, voilà, il y avait un marquage profond où il fallait que j'en sorte. Et pour en sortir, il y avait cet engagement. Mais très vite, j'ai découvert l'autogestion du maréchal Tito, qui étaient les non-alignés, qui se séparaient de Staline, etc. Donc, j'ai vite arrêté de militer à l'UEC. Et donc, justement, Tito, là, c'est du maréchal qui devient votre surnom? Parce qu'on se pose la question. Vous m'aviez déjà expliqué, mais j'avais oublié. Il y a 2 versions. Oui. Je ne choisirai pas laquelle est la bonne. Ça sera à vous de choisir. Oui, mais allez-y, alors sur les 2 versions. On a c'était une abréviation de petit homme. Bon. Et la deuxième, c'est effectivement, quand j'ai été exclu de l'UEC, j'ai été exclu pour déviationnisme autogestionnaire titiste.
Parce que je défendais l'autogestion, les non-alignés par rapport à... Il y avait la Chine, il y avait l'Albanie, il y avait la Tchécoslovaquie de Tito, qui avait mis en place en Yougoslavie un système un petit peu paritaire ou d'économie mixte, en fait, qui tolérait un petit peu de propriété privée avec les paysans, les artisans. Et je trouvais que c'était intéressant par rapport à la collectivisation de Staline et du Parti communiste. Puis un autre truc qui m'a choqué, c'est qu'il y avait des campagnes qui étaient organisées par le Parti communiste français sur le désarmement, halte à la bombe atomique, faut désarmer, et en même temps, l'URSS s'armait. Hein, il y a eu l'épisode bien connu de Cuba. Donc il y avait un truc qui me choquait, que d'un côté, on veut désarmer alors que le pays d'origine de ces campagnes était au contraire en train de s'armer. Pourtant, Tito n'était pas un grand démocrate, mais vous savez ce qu'on disait à l'époque, c'est que Tito, c'était le communisme plus l'électricité. Oui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Tito a maintenu les Balkans dans un état de fonctionnement à peu près normal. Bon, bien évidemment, tout a explosé à sa mort. Donc, ça n'a pas été une réussite, finalement. Oui, enfin, ça a tenu un certain temps. Et effectivement, quand on disait que c'était plus l'électricité, à la différence de ce qui se passait en Russie, il avait électrifié les moindres villages. Oui, tout à fait. Oui. Mais il y avait d'autres trucs qui étaient pas mal sur les paysans aussi. Donc, finalement, votre surnom, parfois on a des surnoms quand on est ado, dans sa prime jeunesse, et ça a pris le dessus. Même aujourd'hui, je suis sûr, vous êtes connu comme le loup blanc à Nancy, qui ne connaît pas Tito. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se souviennent de votre nom, de votre patronyme d'état civil. Ça m'a même joué des tours. Ça m'a joué des tours, cette histoire. Encore aujourd'hui, je reçois des courriers, monsieur Jean-Antoine Claude, par exemple. Parce qu'en plus, j'ai un prénom, Claude Jean, qui n'est pas habituel. Et mon nom, c'est Antoine. Donc, il y a 3 prénoms. En plus, il y en a un qui est à l'envers. Voilà, donc Tito, ça va plus vite. Et vous recevez des courriers par pronom de monsieur Tito? Oui, non oui. J'en ai reçu 1 ou 2, oui. Que je garde parce que ça me fait rire. Donc, vous avez été communiste. Ensuite, vous avez quand même évolué puisque c'était devenu titiste. Non, j'ai fait une toute petite halte au PSU quand même. Avec des amis chers à moi de Nancy qui sont encore en activité, enfin, peu importe. Et puis après, j'ai été séduit par le Parti radical et par Jean-Jacques Savary-Schreiber. Et voilà. Et vous êtes resté combien de temps au Parti radical? J'ai arrêté en 94. Vous êtes parti fâché? Non, pas du tout. J'ai découvert que être militant, c'était pas mon univers. Je vais être un peu brutal, là, mais je trouve que quand on est militant, on est un peu con, en fait. Parce qu'on n'admet absolument pas ce que pensent les autres. Et on défend des lignes sans essayer sans nuance, en fait. Vous voulez dire que les convictions profondes peuvent conduire à avoir des œillères? Ah bah, complètement. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il faut... Mais par contre, est-ce que les partis politiques, c'est pas indispensable à la vie publique? Aujourd'hui, les partis sont critiqués, mais qu'est-ce qu'on propose d'autre? C'est ça le dilemme, c'est qu'il faut des militants, et en même temps, il y a un problème de démocratie. S'il n'y a pas de militants, on est dans des systèmes horribles. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à votre avis, que les partis, les politiques globalement, sont aussi quand même si déconsidérés? On en a une preuve en ce moment sur les retraites. Comment on a pu présenter un projet aussi mal ficelé, aussi mal vendu que ce qui arrive aujourd'hui. Vous y voyez quoi comme explication derrière? Un problème de compétence ou un problème de manque d'écoute du pays? Moi, je dirais que c'est un problème surtout de compétence. Regardez, il y a un autre domaine qui m'intéresse au moins autant, c'est la loi sur le bruit, puisqu'on assimile la musique à un bruit. C'est une loi qui a été votée en 2017. Les décrets sont publiés, décrets d'application. Mais les modalités d'application n'étant pas publiées, on ne peut pas l'appliquer. Ce qui fait qu'on a c'est effectivement compliqué. Les trucs ridicules sur les gens qui portaient plainte contre des coqs ou contre des cloches d'église, ou dans les festivals aujourd'hui, ou en plein air, quasiment, si on appliquait la loi, on ne peut quasiment plus faire de manifestations de plein air. Vous pourriez plus faire de NJP. Par exemple, pas que. La fête de la musique, voilà. Parce que les citoyens aujourd'hui connaissent la loi et ils demandent à la police et aux élus d'appliquer la loi.
et la police et les élus sont incapables parce qu'il manque un petit... Donc voilà, donc pourquoi on vote des lois qui sont inapplicables? Oui, et parfois les décrets peuvent modifier l'esprit de la loi. Donc pour moi, c'est de l'incompétence. Alors, incompétence de qui? J'en sais rien. Je ne connais pas les hiérarchies des plus ou des moins incompétents. Mais on retrouve ça à tous les niveaux. Hein, Est-ce que ça vous inquiète pas, justement, ce que vous appelez l'incompétence? Parce que ça peut conduire à des sociétés bien sûr, complètement déliées, complètement perdues, sans repères. On voit bien les débats qui sont actuellement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où il y a, dans la Constitution française, il y a un certain nombre d'articles, le 17, le 19, l'article je ne sais pas combien, qui permettent d'aller au-delà d'une expression. Ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Mais bon, on va pas faire le procès. Vous regardez de temps en temps les débats quand même à l'Assemblée nationale? Non, je ne regarde pas. Je n'ai pas le temps dans la journée de regarder. Non. Vous avez donc échappé au pire là, ces derniers jours là. Non, parce que j'écoute tes commentaires. J'écoute la radio. Oui. Et ça vous désole? Non, ça ne me désole que... pas. Ça fait partie du... C'est comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte aujourd'hui de radicalisation? Ce qui est grave, c'est que politique, le citoyen se sent écarté. C'est ça qui est grave. D'où l'arrivée de l'histoire de référendum, des initiatives populaires, etc. Enfin, des comités de quartier, enfin, tous les... Bon, c'est grave parce que si on introduit trop de démocratie, on tue la démocratie. Mais en même temps, il faut de la démocratie. Moi, je n'ai pas de solution. Je suis pas... je vote, c'est tout. Je ne participe pas à des partis politiques ou à des débats. Aujourd'hui, l'acte de voter devient rare, d'ailleurs, quand on voit les taux de participation aux élections. Moi, je défends plutôt un système social, culturel, de qualité de vie, plutôt que la partie purement politique. Mais je sais que tout dépend de Vous dites ça. Un système social et culturel. Est-ce que aujourd'hui, on n'a pas tendance à... compte tenu du fait que les temps financiers, on va revenir là-dessus, sur les 50 ans de l'UNIP, les temps sont durs quand même, enfin pour tout le monde. Bien sûr. Est-ce finalement, la culture n'est pas considérée comme un luxe, quelque chose de marginal? C'est le débat depuis longtemps. Hein. Oui, il y a deux débats. Mais aujourd'hui, est-ce que ça ne se sent pas... Il y a eu deux débats là-dessus. Il y a le débat du financement, puis il y a le débat de l'âge. Hein, on dit par exemple que dans certaines esthétiques musicales ou théâtrales ou qu'à l'opéra, que dans la comédie française ou ici à Nancy, à la Manufacture, le public vieillit. Et moi, ça fait... ou à l'ensemble Stanislas, qui organise des concerts à la Salle Porel. Ça fait à peu près 30 ans que j'entends dire que le public vieillit. Ça voudrait dire que le public serait bourré qu'il y aurait que des centenaires dans les salles. Non, on accède à un certain type de culture pour faire court, ou de littérature, quand on a un peu plus de temps, quand on est un peu formé. Et c'est normal qu'on découvre des choses plutôt à 50 ans qu'à 20 ans, ou en tout cas pas les mêmes choses. Puis après, il y a toute cette histoire de patrimoine, de conservation, qui est un vrai débat. Est-ce que ça signifie qu'on ne prend pas assez en compte l'éveil musical, l'éveil artistique, l'éveil culturel à l'école? Tous les ans, on entend les discours, chaque fois que ça change de ministre de l'Éducation nationale, on va mettre le paquet sur l'éducation artistique et musicale. Oui, c'est un discours que j'entends depuis 40 ans. Là. Bon, c'est un discours. Oui. Il y a eu un moment, il y a eu une tentative qui a été un peu réussie, mais qui s'est mal terminée. C'est quand Mitterrand avait donné comme mandat à Langue et avait été ministre de l'Éducation nationale et de la culture. Ça, c'était une super idée, mais qui était un peu trop technocratique. Ça n'a pas débouché, à part la création d'un diplôme qui s'appelle le DUMI sur les musiciens intervenants en milieu scolaire. Jacques Lang explique aussi lui-même, quand j'ai eu l'occasion d'interviewer sur ce sujet, que quand il est la double tutelle, qui distinguait bien le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, qui distinguait les deux équipes. Bien sûr, parce qu'il y avait d'un côté un mastodonte de personnes, et d'un autre côté un ministère de la Culture qui est toujours le parent pauvre. Hein, c'est même pas 1% du budget de l'État. Donc, faut être réaliste, et il l'était. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des tentatives de
de rénovation d'enseignement, d'introduire un petit peu plus entre autres des musiciens extérieurs. C'est un exemple. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est oublié? C'est pas oublié, c'est qu'on demande à l'école de tout faire. Mais il y a aussi les parents. Oui. Les parents aussi sont importants. Et qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait demander à l'école? Qu'est-ce qui est fondamental aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait demander à l'école? Parce que tout le monde est passé par l'école, tout le monde a forcément des idées là-dessus. Mais... Regardez, pour sortir un petit peu du débat culturel, il y a l'instruction civique. Il y a la connaissance des religions, qui sont des sujets extrêmement importants aujourd'hui, au moins autant que l'aspect purement culturel, encore que c'est culturel. Ça, c'est des choses que l'école pourrait réintroduire. Mais il y a aussi les parents. Comment on fait aujourd'hui pour que les parents... vous avez vu l'enquête qui vient de sortir sur les milieux des collèges privés. Oui, sur le décollage, les inégalités sociales. On continue à creuser des inégalités sociales, en partie par l'enseignement. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'école française reste l'école la plus inégalitaire d'Europe? Enfin, ou des pays développés. Hein, je vais pas répondre parce que j'en sais rien. Regardez, en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple, la musique est enseignée dans les écoles ou dans les facultés. Oui, en Allemagne, on peut retenir le modèle allemand, si on veut la comparaison. Aux États-Unis, le niveau scolaire est, semble-t-il, encore plus bas qu'en France. C'est quand même problématique. Parce on est en train de revenir à l'écriture cursive aux États-Unis qu'on avait supprimée. Il est encore plus inégal qu'en Europe, ou qu'en France en tout cas, bien sûr. Mais on ne va pas se baser sur le modèle inférieur, il vaut mieux se baser sur des modèles... tirés vers le haut. C'est un problème de société, d'envie, plus que de circulaire. Enfin voilà, c'est mon avis, je ne suis pas... J'ai 9 petits-enfants, j'espère qu'ils s'en tireront au moins aussi bien que nous. Vous en parlez? Comment vos petits-enfants perçoivent l'école? Est-ce que vous sentez qu'il y a un avis partagé par tous, ou s'il y a des avis différents, des parcours différents? Ah oui, bien sûr, il y a des avis complètement différents, il y a même des oppositions. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui manifestent, puis d'autres pas. Bon, ça a toujours été. Oui. Il y a des militants. Quel est leur rapport à l'école aujourd'hui? L'école, ils considèrent que c'est un passage obligatoire. Oui. Puis tout dépend dans quelle école ils sont. Bien, donc on a déjà fait diversion, là. On n'a pas encore parlé de jazz, mais là on va en parler en deuxième partie d'émission. On va faire une respiration musicale. Vous avez choisi un morceau de John Coltrane. Ouais. John Coltrane, et le morceau, rappelez-moi, Olé. Olé. Voilà, donc ce sera un extrait parce que le morceau dure assez longtemps. Donc on va voir. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Tito, alias Claude Jean-Antoine, le président, il va pas me dire inamovible, mais presque, mais du NJP, le fondateur du NJP. Tito, sans doute l'homme le plus connu de Nancy. Ah non, j'en connais un autre qui est plus... Qui est plus connu André Rossino. Je suis pas sûr. On fera un concours, on fera un sondage, même si André Rossino, incarne Nancy depuis plusieurs dizaines d'années. Les habitants rue par rue. Oui, ça, c'est sûr. Mais je pense que quand même, vous n'êtes pas loin, vous avez une notoriété assez proche là. Donc Tito, vous êtes connu donc comme président de l'NJP, et puis on vient de voir vos différentes vies auparavant. Le NJP, quelle est votre passion pour le jazz? Comment est née la passion pour le jazz? Et puis je vais vous demander la question à ne pas poser, mais je vous la pose quand même. Quelle est votre définition du jazz? Alors pour commencer, le jazz, on ne sait même pas d'où ça vient, le mot jazz. Le mot jazz n'a pas d'origine connue. Ça peut être des origines sexuelles, comme des origines de rue, mais on ne connaît pas on ne sait pas comment... C'est un son qui s'est transformé en mot. Jazz, on ne sait pas. Et en plus, le jazz a pas loin de 120 ans, aujourd'hui. C'était créé en 1800 et quelques, alors qu'on considère toujours que le jazz a démarré en 1900 et quelques. Non, il y a eu des tentatives avant qui venaient de l'esclavage. Oui, ça c'est... Voilà. Donc on en parlera peut-être un plutôt petit peu après. Alors, c'était quoi l'autre question? C'était... votre définition du jazz, vous venez de répondre, mais quelle est votre passion? Comment vous êtes tombé dans la bassine du jazz quand vous étiez petit? Alors, mon père était prisonnier très rapidement au début de la guerre, et quand il est rentré, mes parents divorcé, il est venu à Nancy, il était musicien à l'orchestre,
il était prof au conservatoire, il avait des orchestres de bal, enfin de variété, je ne sais pas comment on disait à l'époque. Il avait une émission à la radio, à Radio Lorraine, et il jouait du jazz. Et donc, il m'a emmené j'avais 10 ans, il m'a emmené voir Louis Armstrong au Grand Théâtre qu'on appelait l'Opéra de Nancy, qui s'appelait Grand Théâtre. Donc, j'ai vu Louis Armstrong à ce moment-là, puis à la radio. Et c'était la révélation, là. Oui, mais j'ai pas trop de souvenirs de musique. J'ai surtout un souvenir du personnage avec son mouchoir blanc. Musicalement, ça me plaisait, mais je peux pas le verbaliser, quoi. Et puis lui, il écoutait, il a joué avec, il a fait des accompagnements avec Joséphine Baker, avec Henri Salvador, avec Yves Montand. Donc lui, il avait une culture de jazz. Voilà, ça a démarré comme ça. Puis après, il y a eu l'arrivée du rock, entre autres de Bill Haley et les Comets. Et là, j'écoutais ça. Et en même temps, il y avait Sidney Bechet, qui jouait les rues d'Antibes, etc. Donc il y avait un peu ce mélange déjà de jazz, de blues, de rock, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, ça a démarré comme ça. Mais justement, parce que donc, le jazz, ça ne s'enferme pas dans une catégorie. Vous dites que c'est déjà, un son transformé en mode. Moi, on vient d'en avoir un exemple, hein, Coltrane, qui est un grand musicien, compositeur. Il a utilisé, dans le bout de morceau qu'on a entendu, il a utilisé le flamenco. Hein, c'est vraiment un thème de flamenco, avec des rythmes de jazz, bien évidemment. Donc, le jazz, c'est une musique d'apport, c'est une musique de voisin, c'est une musique qui s'est constituée en empruntant à plein de choses et qui, aujourd'hui, continue à être influencée par d'autres musiques. Et se laisse aussi influencer, ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Regardez, depuis il y a eu la grande époque de ce qu'on a appelé le jazz rock ou jazz fusion. Oui. Miles Davis en est l'exemple type. Les personnes qui avaient des souvenirs de Miles Davis classiques, enfin déjà modernes, qui ont été confrontées dès les années 73 à ces concerts qui ressemblaient plus à des concerts de rock, parce qu'il y avait des basses électriques, il y avait des synthétiseurs. Ça a toujours été. Et aujourd'hui, le jazz continue à partir un peu dans pas mal de directions. Donc justement, les puristes, je mets des gros guillemets là-dessus, j'aime pas l'expression, mais vous ont reproché un certain temps la programmation du NJP en disant c'est de moins en moins de jazz, c'est de plus en plus musique du monde, on fait un peu de tout, on retrouve plus le jazz. Est-ce que vous comprenez le débat ? Bien sûr qu'on comprend. Oui. Alors, oui. On peut le comprendre quand on dit que NJP est ouvert à d'autres esthétiques. Ça, on est d'accord. Depuis 1973, il faut quand même se souvenir qu'en 1973, il y avait même de la musique contemporaine. Il y avait un des fondateurs de la musique répétitive américaine qui s'appelait Terry Riley. Il y avait un quatuor à cordes classique. Il y avait des musiciens africains. À l'époque, Pierre Koudengue, musicien africain, ce n'était pas du jazz. Il y avait Magma, il y avait du rock, ce n'était pas du jazz. Mais maintenant, on retrouve un petit peu ces débats sur un plan un peu plus gênant et un petit peu plus politique. Et quand vous disiez... Oui. Parce que, NJP est un festival qui, depuis le début, plus ou moins, un peu plus maintenant, depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus aux esthétiques autres que ce qu'on pourrait appeler le jazz. Mais au jeu, le jazz, c'est quoi ? Le jazz, ça va depuis la Nouvelle-Orléans, les fanfares, jusqu'à Gunther Schuller, qui n'utilise que des cordes, ce qu'on appelle la troisième voix, ou le jazz, ou les musiciens de jazz qui improvisent en permanence, où il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de mélodie. Coltrane a inventé la musique modale, c'était plus des thèmes que des mélodies. Ça a toujours été ça. Alors qu'on préfère un style ou un autre, on est d'accord. Mais on peut pas, quand on parle de jazz, on ne peut pas l'identifier à un style. Est-ce qu'on peut dire que le jazz, c'est une musique libertaire ? Oui, c'est une musique libertaire, c'est une musique d'improvisation, mais aussi, et alors heureusement ou malheureusement, je ne trancherai pas, c'est aussi devenu une musique de répertoire, puisqu'elle est enseignée dans les conservatoires. Et donc justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors à l'inverse, maintenant qu'elle est enseignée dans les conservatoires, on dit c'est comme la philo, ça risque de tuer la philo, les profs de philo, dès qu'un certain nombre de disciplines ou de domaines sont enseignés, c'est normé, encadré. Mais ce qui est normé, c'est une partie. Le reste n'est pas normé, le reste est libre. Quand on voit aujourd'hui des musiciens, des jeunes musiciens comme Thomas Pourquerie, par exemple, je cite des noms, qui utilisent un petit peu toutes les ressources des musiques actuelles
il est quand même classé comme un musicien de jazz. Donc, quand vous êtes aussi président de l'ensemble Stanislas, musique de chambre, est-ce qu'on peut dire que la musique dite classique, finalement, c'est elle qui a pu donner naissance à un certain moment au jazz Alors, j'allais dire pire. Non, c'est pas pire, c'est encore mieux que ça. Le jazz, en fait, c'est quoi? C'est une musique qui a été créée par des émigrés. Bon, c'est un peu rude de parler d'esclaves en termes d'émigrés, parce qu'on leur a pas demandé leur avis. On les amenait en bateau, ils se sont retrouvés transplantés dans les Caraïbes, aux États-Unis, enfin bref, en Amérique. Et là, ils travaillaient dans les champs, hein, c'est des esclaves. Et là, la première approche musicale, c'était quoi? C'était les offices religieux. Donc, c'était la voix. Mais un certain nombre d'Africains avaient amené avec eux des instruments traditionnels, avaient des tambours, avaient des instruments à percussion qu'ils avaient réussi à garder. Donc, il y a eu ce mélange de percussion d'une part et de voix dans les églises, enfin des églises dans les temples, puisque c'était plutôt des évangélistes protestants que des catholiques romains. Donc, il y a eu ça. Après, à la Nouvelle-Orléans, dans le sud, ils voyaient les fanfares militaires qui défilaient dans les rues. Donc, ils se sont appropriés une partie des instruments, trompettes, saxophones, etc. Donc, tout ça, ça s'est créé, en Amérique. Donc, finalement, vous êtes en train de me dire, le jazz, c'est une musique très politique, là. Attendez, c'est pas fini. Et la deuxième partie d'émigrés qui ont donné des lettres de noblesse, en tout cas, qui ont fait avancer le jazz, c'est les Juifs européens qui se sont installés aux États-Unis. Ah, c'est Gershwin, Bernstein, enfin, et puis plein d'autres, qui ont je sais pas comment dire, donné encore une autre esthétique à la musique. Donc le jazz, c'est une musique d'émigrés. Et ensuite, c'est le seul apport culturel de l'Amérique au monde. L'Amérique n'a pas inventé ni le théâtre, ni le cinéma, mais le jazz, oui. Et donc, voilà, quelle est votre période, parce qu'il y a toujours les passionnés de telle période en jazz, quelle est votre période préférée là? Est-ce que vous mouillez là-dessus ou dites, Non, j'écoute un peu tout. Mais ça, c'est mon défaut. J'écoute beaucoup de musique, pas que du jazz d'ailleurs. Non, j'ai un faible pour les musiques hybrides. Donc, les musiciens de jazz qui aujourd'hui introduisent des notions de flamenco, de musique des Caraïbes. Vous croyez au métissage de la musique? Je crois énormément au métissage parce que c'est quand même la base de cette musique. Donc, je vous repose la question, c'est donc le jazz, c'est déjà une musique essentiellement politique, là, pour prendre notre débat. Ça l'était en tout cas, et ça le redevient, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux en parler, il y a, avec la culture wokiste, hein, oui. On revient sur des débats que je croyais dépassés depuis longtemps. Dans les années 50-60, en France, il y avait le Hot Club de France, avec un certain Hugues Panassier, qui avait osé dire quand même, un truc qui aujourd'hui est repris par les wokistes, c'est que le jazz ne pouvait être joué que par des Noirs. Oui. Et en 2022, on retombe sur ce débat. Est-ce que un transgenre, quelqu'un n'est pas transgenre peut jouer un rôle au cinéma, ou un gay doit être absolument incarné par un homosexuel? Est-ce que le jazz doit être uniquement joué par des Noirs? C'est une débilité gigantesque, ou en tout cas une régression intellectuelle que j'ai du mal à... Si, on peut la comprendre, mais elle est tellement dévoyée que ça devient grotesque. Oui, même si historiquement, c'était effectivement les esclaves noirs qu'on lancé le jazz, mais il y a eu aussi des blancs. Oui. On rentre dans la conception américaine du débat racial, là, qui n'est pas notre culture européenne. Oui, mais les musiciens blancs sont importants dans l'histoire du jazz. Ils ne le faisaient pas pour déloger ou pour remplacer. Et bon, ça s'est fait historiquement et musicalement. Le jazz, on va dire que le jazz c'est très ouvert. Qu'est-ce qu'il y a de commun, selon vous, par exemple, entre le jazz qui se joue, qui se crée dans les pays scandinaves et le jazz de la Nouvelle-Orléans? C'est la même histoire qui se prolonge différemment. On va pas vivre comme au Moyen-Âge aujourd'hui, mais il y a des restes. Les débats aujourd'hui sur la fin de vie et sur la mort, c'est un truc extraordinaire parce que ça traverse les âges.
Et qu'on ait ce même débat aujourd'hui, qui est le même débat que dans les siècles précédents, en y enlevant ou en y remettant des notions religieuses, c'est prodigieux. Moi, ça m'intéresse, tout ça. Donc, là-dessus, vous êtes... on va bientôt aborder, d'ailleurs, les 50 ans, là, parce que je vois que le temps tourne aussi, on va aborder les 50 ans là, du NJP, qui est quand même un anniversaire exceptionnel. J'avais lu dans mon quotidien préféré, Les Républicains, il y a quelque temps, vous aviez des inquiétudes sur le financement. Est-ce qu'il va y avoir un bel anniversaire là, ou pas ? Oui, alors, les inquiétudes, c'était de deux types. Elle était d'abord sur le bilan de 2022, où on a eu la surprise de voir qu'après une édition, on avait battu nos records d'entrée, nos records de recettes, que pour la première fois depuis 20 ans ou 19 ans, je ne sais pas exactement, on avait eu un exercice déficitaire. Bon, pas énorme, hein. C'est quand dans les festivals comme nous, quand on dégage 1 ou 2% de bénéfices, pour utiliser un mot économique, ou 1 ou 2% de pertes, ça va, c'est supportable. Le budget du NJP, c'est combien ? C'est 2,5 millions d'euros. Enfin, 2,5 millions d'euros, et financé comment ? Alors, financé en gros à 30-32% par des fonds publics, hein, la ville de Nancy, la métropole, la région, le département et l'État, qui continuent à nous soutenir. D'ailleurs, cette année, on a eu le bonheur d'apprendre que nous n'avions aucune baisse des subventions des collectivités. Donc, ça veut dire qu'à 70%, ça fonctionne 70% avec sur le privé. des recettes propres. Alors, les recettes, c'est les entrées, bien évidemment. C'est les recettes diverses et variées, de bars, de vente de spectacles, et les partenaires, sponsors, mécènes, etc. Donc, pour revenir à la question, donc on avait la surprise d'avoir un petit déficit. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on a analysé, et on repart donc sur une édition 50 ans, avec un maintien de projets qui sont la plupart en route. Par contre, on ne va pas délirer sur la programmation qui atteint quelquefois avec certains artistes des cachets qu'on ne peut pas assumer. C'est impossible. Donc, le chapiteau, en gros, c'est 3000 places. À Marcillac, grand festival de jazz, ou à Vienne, ils ont des jauges de 7000. Oui, voilà. Donc vous ne pouvez pas jouer. On ne peut pas jouer. Mais par contre, il va y avoir une très belle programmation avec des créations. On sort un livre des 50 ans. Il va y avoir Vous pouvez déjà dévoiler une partie de la programmation ? C'est trop tôt. Non, il y a une partie qui est en route. Non, c'est un peu trop. On attend encore quelques semaines parce que les contraintes ne sont pas complètement finalisées. Oui. Mais il y a des choses qui se mettent en... Oui. On ne sait jamais. On a eu une annulation, par exemple. Il y avait un projet avec Brad Meldo qui devait faire avec l'orchestre symphonique. Il n'a pas... Voilà, donc, tant que les choses ne sont pas complètement définies... Pour donner une explication... Je parlais d'une expo Galerie Porel, oui. Un bouquin, deux documentaires pour Arte, Mezzo et compagnie. Voilà, ça, c'est les choses qui sont en route. Quels sont ces 50 ans du NJP, là, quels sont vos meilleurs souvenirs, comme ça, les souvenirs les plus marquants que vous avez ? Alors, ou 3 souvenirs. Ça, c'est le piège. C'est un souvenir qui n'est pas tout à fait musical, mais qui est lié à la région. C'était Chris McGregor et ses musiciens. Chris McGregor, c'est un musicien blanc sud-africain qui, le premier, a introduit, comme aux États-Unis, des musiciens de couleur, comme on disait à l'époque, noirs, dans son orchestre. Donc, il avait des grosses difficultés en Afrique du Sud. Donc, il s'était un petit peu installé en France avec ses musiciens blancs et noirs. Oui, à l'époque, c'était la période de l'apartheid. Oui, c'est l'apartheid. Et lui, il se trouvait que le père de Chris McGregor, qui était un descendant des Hollandais, était vigneron. Donc, il a appris, je ne sais pas comment, qu'il y avait un vignoble à côté de Nancy. Donc, on a affrété, on y était en bus, on était à Toul, chez... Je ne sais plus si c'était la Rope ou... Bon, peu importe. Et donc, pour une visite et une dégustation. La dégustation ayant été ce qu'elle était, quand les musiciens sont rentrés à Nancy, au chapiteau, ils devaient jouer à 8h. Ils sont arrivés à 7h, il y avait un groupe qui jouait. Et ils étaient tellement impatients qu'ils sont montés sur scène
Et ils ont accompagné totalement improvisé le musicien qu'ils connaissaient. C'est un musicien français, mais qui était connu à l'époque, qu'ils connaissaient. Et donc, il y a eu une sorte de délire d'impro, comme on sait faire dans le des jazz. Van Tool. Donc, Voilà. ça, c'est des... Non, puis c'est les souvenirs de Miles Davis, bien sûr. Oui. Ouais. C'est vraiment le plus beau souvenir, hein, oui. Oui, parce qu'il est venu quand même 3-4 fois. Moi, j'ai passé un après-midi dans son hôtel avec un journaliste. Enfin, bon, bref, ça, c'est Je vais anticiper, c'est la surprise, puisque Barry Miles Davis, ça sera le morceau de fin. Moi, je l'ai entendu au NJP, je crois que c'était en 1989 ou 90, vous allez peut-être me le dire. Quand je ne sais plus, parce qu'il l'a vu plusieurs fois. Oui, j'ai entendu une fois, c'était tout au début. On l'avait même fait une année en dehors de la période du festival, quand il y avait encore le chapiteau jaune et bleu à la Pépinière. Oui, c'est la Pépinière qu'on a entendu. Donc ce sera un de ces morceaux emblématiques qu'on entendra tout à l'heure à la fin de l'émission. Donc quel autre souvenir vous pouvez avoir aussi, enfin vous avez conservé 50 ans de NJP? Ça c'est vraiment le piège, ça, parce qu'il y en a... Comme en plus, on est en train de travailler justement sur l'histoire, le bouquin. Il y a tellement de choses que j'arrive plus à choisir. Non, c'est principalement, bon, par exemple, le concert qu'on avait réalisé aux abattoirs, avec un train qui partait de la gare de Nancy, qui utilisait ce qu'on appelle les voies de marchandises. Oui. Il fallait aller jusqu'à Champignol pour revenir sur le site des abattoirs, avec un train qui avait été décoré, avec des musiciens à bord. Et on avait occupé le marché aux bestiaux. Il y avait la scène qui s'était écroulée. Enfin, voilà, c'est le genre de souvenirs importants. C'est le concert de Bashung ou de Chet Baker qui sont décédés quelques temps après, avec des émotions fortes au chapiteau de la Pépinière. Voilà, ça, donc vous disiez que pour les 50 ans, il n'y a pas avoir de problème majeur de financement, mais qu'il fallait revoir quand même un peu la voilure en fonction des cachets qui sont parfois demandés. Est-ce que le NJP, qui dure en gros à peu près 15 jours, 3 semaines... ça n'est plus long en France. Hein. Vous allez le faire durer un peu plus longtemps, ou est-ce que vous allez irriguer en quelque sorte un peu différemment dans la ville? Il y aura déjà une journée lors de l'inauguration de l'exposition au Galeries Porel, qui est faite en collaboration et en coproduction avec le Musée des Beaux-Arts, où il y aura des concerts dans les Galeries Porel, mais aussi dans la salle Porel, autour, on va dans l'allée qui longe le printemps, on va essayer de faire un truc là. Il y aura une journée également lors du lancement du Jazz Poursuite, qui est le concert dans les bars de Nancy. Oui. On est en train d'imaginer un événement qui pourrait se dérouler sur une place emblématique de Nancy, qui ne sera pas la place Sainte, puisqu'elle sera occupée par le jardin éphémère, mais en collaboration avec Octobre Rose. Enfin, il y a un truc qui se prépare aussi de ce côté-là. Voilà, ça c'est des événements visibles. Donc, qui va durer un peu plus longtemps, là, en termes de temps? On sera toujours du 5 au 15 jours, toujours. 15 jours. Avec peut-être un petit peu plus de concerts en région, en dehors de Nancy. Oui, parce que là, vous avez depuis quelques années, d'ailleurs, vous essaimez dans la région, si j'ose dire. Oui, il y a une vingtaine de villes qui accueillent des concerts, mais ça, il y en aura encore un petit peu plus. Donc voilà, il y a un beau programme qui se met en place. L'équipe commence déjà à être surbookée. Ça, c'est normal. Non, voilà, il y aura on verra les 50 ans d'NJP. Et est-ce que vous sentez une évolution dans le public du NJP? Parce que vous disiez tout à l'heure, ça fait 50 ans que j'entends dire que finalement, alors ça vieillit dans les... Il y a un public de base. Il y a un public de jazz, par exemple, qui attend un certain, confort d'écoute. Donc... c'est pour ça qu'on fait des concerts à l'opéra ou à... on n'écoute plus le jazz debout maintenant? Alors, ça revient, puisque c'est un de nos projets qui a démarré les dernières avec un colloque européen sur, en gros, le jazz qui s'écoute debout. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une des esthétiques qui ont été initiées à Londres, à New York. Et les dernières, on avait fait un focus là-dessus. Il y aura un deuxième focus cette année avec ce jazz hybride qui intègre d'autres musiques et surtout qui échappe au jazz de répertoire dont on parlait tout à l'heure,
avec un batteur, une contrebasse et un saxophoniste qui prennent des solos successifs qui sont importants, c'est la racine. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le jazz était une musique de danse, c'était une musique que les gens écoutaient en sautant en l'air hein, et en dansant. Moi, je me souviens au tout début que j'allais à New York en 72, j'ai vu Count Basie dans un hôtel à New York, et il y avait une piste de danse, et les gens mangeaient et se levaient pour aller danser avec l'orchestre de Count Basie. Moi, ça me scandalisait à l'époque. Je dis, comment, mais ils n'écoutent même pas. En fait, si, ils écoutaient pour danser. Oui. Donc voilà, retrouver un petit peu ces racines, en fait. Ce goût de la fête. Oui, ce goût de la fête, bien sûr. Oui. Eh ben, maintenant, Tito, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, hein, je sais que j'ai encore plein de choses à nous dire, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais le maître des horloges, c'est notre ami Jean-Luc, là, aux manettes. On va passer tout simplement au questionnaire de Proust. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Première question, questionnaire de Proust, j'ai revisité un peu par moi-même, j'espère, même si je me suis inspiré de Proust, je ne sais pas si Proust aimait le jazz, c'était peut-être un peu tôt là déjà à son époque. Non, pas du tout. Non, il y avait déjà. Il y avait une scène de jazz, oui, bien sûr. Et puis il y avait son amant Reynaldo Hahn, oui. qui était impliqué avec les débuts des musiques nègres, comme on disait à l'époque. Donc, très bien, merci pour cette précision. La première question, ça va être votre principal trait de caractère. De passer à autre chose. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La convivialité. Votre occupation préférée? Ne rien faire. ça, je ne vous crois pas. Mais ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Voilà. Votre rêve de bonheur? Mon quoi? Votre rêve de bonheur? Rêve de bonheur? C'est peut-être la table. Si vous n'aviez pas vécu en France, quel est le pays où vous auriez aimé vivre? En Europe, Budapest, donc plutôt l'Europe Prague, centrale. L'Europe centrale, oui. Et à l'époque, entre les deux guerres. Oui. Votre musicien préféré? Alors j'en ai deux. Oui, bon, on y va pour deux. John Coltrane et Shostakovich. Musicien russe qui a eu des gros soucis avec Staline. Oui, qui a eu des gros soucis. D'ailleurs, moi je défends Shostakovich régulièrement parce qu'on a dit que c'était le musicien du régime et tout. Mais pas du tout, qui a été assez habile pour contourner notamment Staline. Et quelle musique! Votre héros historique préféré? Est-ce que vous avez une référence historique, un personnage, soit dans le monde de la musique, de la personnalité ou de la politique, de l'histoire comme ça? Est-ce qu'il y a un personnage emblématique qui vous a marqué? C'est curieux parce que en fait, c'est peut-être Léon Blum. Oui. Bon. Oui, et pourquoi là? Parce qu'il a fait une synthèse et ça n'a pas réussi. Ce que vous détestez le plus par-dessus tout? Les faux culs. Bon, vous avez dû en rencontrer quelques-uns de votre... toujours. Votre devise favorite? Passer à autre chose. Bon, non, la devise favorite, il y a des choses qui vont pas mal. Voilà. Et puis, la dernière question s'impose alors, votre état d'esprit actuel? Il reste un peu de temps. Bon. Et puis, la petite question surprise que je pose à tous les invités, ce que vous auriez envie de dire maintenant publiquement et que vous n'avez jamais dit? C'est les ratages politiques de la Lorraine. Que ce soit dans le tracé TGV, que ce soit dans le choix de la capitale, que ce soit aujourd'hui dans les liaisons Lorraine-Sud, que ce soit le tram, le trolley, etc. Bon,
Et, petite question post-it avant qu'on termine, parce que je vois qu'on commence à être juste en termes de temps. Si c'était à refaire, si toute votre vie, vos vies multiples, si c'était à refaire, vous commenceriez pareil, le même parcours Oui, mais j'aurais un peu plus pris soin de ma vie privée. Bon, qui s'est laissé manger par vos passions. Eh oui, Oui. eh oui. Donc on va terminer avec justement Miles Davis, Round About Midnight. Ah oui, quand même. Ouais. RCN, www.rcn-radio.org